Nous retrouvons donc nos chers invités, pasteur Edo Komi, Corneille, Norbert Kouassi et puis Adam Adjronou, avant de parler du Mali et de la sortie de l'influent imam Mahmoud Diko qui met en garde la junte militaire sur la gestion actuelle du pays. On continue notre périple en N'Djamena au Tchad, précisément avec l'amnistie générale pour tout rebelle et opposants. Et Corneille Kouassi avait la parole. Vous parlez de changement de paradigme. Oui, il faut changer de paradigme parce que si on reste dans cet état actuel, l'Afrique partira en perte un jour. Vous voyez que quand le fils d'Ebi dit qu'il y a des assises pour faire la paix, c'est parce qu'il a reçu les injonctions du maître colon. De la France donc. De la France. S'il n'a pas reçu les injonctions, d'ailleurs, quand il prend le pouvoir, le président Macron vient, il ne tient pas compte des lois et des textes du pays. On l'installe là. Mais il tient compte des réalités. Oui, mais quelle réalité? Ces réalités profitent à qui? À l'Afrique, au Tchad ou bien à la France? C'est parce que ces réalités profitent à la France qu'on ne tient pas compte des tests des Africains. Parce que si on veut tenir compte des tests des Africains, cela ne va pas arranger la France. C'est pourquoi le fils d'Ebi est resté. Et quand il reste, et que la France est en difficulté aujourd'hui, partout en Afrique de l'Ouest, il ne va pas avoir plusieurs fronts à la fois. La France ne peut pas accepter d'avoir plusieurs fronts à la fois, c'est-à-dire l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, ils sont en Afrique de l'Ouest. Donc, il faut calmer le jeu un certain temps là-bas. Et c'est pourquoi on amène le petit à faire la paix pour que ces rebelles-là... Parce que quand les rebelles viennent, la France pense qu'elle les maîtrise à 100%. Mais à un moment donné, quand le rebelle devient fort, la France n'arrive plus à maîtriser les rebelles à 100%. Donc ça devient un problème même pour la France. Un grand chantier donc pour ne pas qu'il y ait deux fronts, il faut calmer le front de l'Afrique centrale et aller sur le front de l'Afrique de l'Ouest. Quand ils vont finir avec l'Afrique de l'Ouest, ben je ne pense même pas qu'ils vont finir dans ces temps-là. Donc il faut calmer le jeu en Afrique centrale. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est pourquoi ils appellent les chefs rebelles, on appelle l'opposition, ceux qu'on a mis en prison, d'autres même sont sortis du pays il y a longtemps de cela. Pourquoi subitement on doit les appeler maintenant? On va poser la question peut-être au pasteur Edo Komi, qui parle souvent avec la société civile africaine, surtout celle du Tchad. Est-ce que vous pensez aussi, comme Corneille Kouassi, que c'est la France qui a dit quelque chose à Mahmoud Déby? Non, j'ai voulu éviter de parler de la France au cours de cette émission. Sinon, j'allais dire tout au début que c'est la France qui organise. Pourquoi vous évitez de parler? C'est la France qui organise cette assise. Parce que vous parlez de Mahamat, et il est dirigé, c'est depuis la France. Depuis la France que le Tchad est dirigé, nous le savons très bien. Mais de toute façon, la société estime que cette main tendue, c'est que l'essentiel aujourd'hui, c'est que des gens soient libérés. Parce que les gens sont en prison, ça ne leur profite pas. Il faut que ces gens-là au moins soient libérés. Et puis on verra la suite de l'état. Maintenant, l'association des rebelles, c'est ça qui est un peu compliqué. Et c'est là où je le rejoins en ce sens que, justement, la France est en difficulté en Afrique de l'Ouest. Ça dit, c'est un plaisir pour moi de voir la France en difficulté en Afrique de l'Ouest. Et cette fois-ci, la France ne va pas sortir, elle va plus sortir de ce qu'on est en train de lui infliger là. Ça va, c'est-à-dire, c'est que l'Afrique de l'Ouest va prendre, tous les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest vont prendre, et dans la même dimension, elle aura de très sérieux problèmes. Et donc, du coup, c'était une belle analyse que la France veut calmer le Tchad, sécuriser le Tchad, avant de pouvoir s'occuper de l'Afrique de l'Ouest. Ou l'humiliation, en tout cas l'humiliation qu'on est en train d'infliger à la France, où ces forces sont bloquées par ici, sont bloquées à Kaya, au Niger. Et au Niger, et partout. Je crois que c'est une humiliation. C'est une humiliation, même si les médias qui sont censés, France 24 et RFI, c'est les médias français qui sont pour nous, qui sont pour l'Afrique, Et c'est quand même de jouer un certain jeu. Le monde aujourd'hui sait que la France est en difficulté. Et du coup, la situation, nos amis de l'Afrique, de Tchad, savent très bien, maîtrisent très bien la situation de leur pays, la place géopolitique de Tchad, et c'est que c'est la France qui organise. Mais cette fois-ci, on dit, on veut écouter quand même, il faut avoir des éléments. Aujourd'hui, c'est l'information qui fait la force. Il faut avoir quand même ces informations-là, d'autres informations qui n'ont pas encore, avant de pouvoir faire face à ces juntes. La junte, les militaires là sont toujours, Mahamat est toujours
appuyé par les généraux. C'est-à-dire, les caciques du régime sont là. Et ça va être difficile de parler de changement direct. C'est pourquoi il faut accepter quand même qu'à travers cette assise-là, même si l'agenda, qu'est-ce qu'on va en discuter, on ne sait pas encore, mais l'essentiel, c'est qu'on puisse commencer par faire quelque chose. Là, le soutien de la France, on sait que le soutien est 100%. Hein, c'est un soutien indéfectible hein, au gouvernement de Tchad. Mais nous avons estimé que nous aussi, nous suivons de près, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas laisser, aucun pays africain ne doit pas laisser sur le carreau. Il faut qu'il y ait une certaine solidarité. C'est pourquoi d'ailleurs, quand on a tué, on ne sait pas qui des forces, est-ce que c'est les forces françaises ou c'est les forces nigériennes qui ont tué les Nigériens lors du blocage du pont. On ne sait pas encore. Parce que là, il y a confusion. Mais vous écoutez les médias français ne veulent pas dire exactement qui a tué. Sachant que dans les titres de sommation ne sont pas venus certainement des forces nigériennes. Mais on essaie de nous dire, on ne sait pas qui exactement. Et donc, nous, on a demandé qu'il y ait une certaine solidarité. On ne peut pas tuer, au XXIe siècle, on ne peut pas tuer nos compatriotes au Niger et nous allons noter au Togo, et nous allons noter en Côte d'Ivoire, nous allons noter au Burkina, ainsi. Donc, il faut une certaine solidarité. Et je pense que la jeunesse, c'est ce que la jeunesse va tenter de faire cette fois-ci. Et je crois que cette assise, on sait d'où elle vient. Mais de toutes les façons, il faut y aller pour avoir certaines informations. Même si c'est sous les guillons, même si c'est sous les guillons de la France, oui. Adama Adjeronou, la réalité est là. Il faut la mission là totale pour pouvoir permettre la réconciliation, un début de réconciliation au Tchad. Oui, c'était inévitable, Maintenant, permettez que je rebondisse par rapport à une question où, vous savez, lorsque vous prenez le Tchad, c'est tout comme si vous mettez les généraux à part et Mahamat Didi à part. Non. Ils sont les mêmes. C'est un tout qui dirige en réalité ce pays-là. Puisque au Tchad, on ne pouvait pas parler d'un général sans parler véritablement d'un régime du feu paix. Dites-nous, ce n'est pas possible. Mais vous savez, c'est vrai que si, tel est que je serais peut-être tenté d'être d'accord du fait qu'on dit que la France maîtrisait les groupes rebelles qui envahissent aujourd'hui le continent africain. Quelque part, c'est donner et prêter le flanc à ces motivations de ces pays sahéliens-là contre aujourd'hui la France dans ces pays-là. Mais lorsque vous prenez par exemple le Niger, je pense que le président Bazoum était ferme là-dessus. Lui ne voulait pas véritablement voir une de ces populations bloquer le convoi de la France. Vous avez vu, il est pion de la France, c'est clair. Il a apporté même son soutien à la France. Voilà, et il y a eu des gens même qui ont été démis compte tenu du fait qu'ils n'ont pas su et qu'il y a eu un début d'humeur dans ce pays-là. Et moi, je pense que ce ne serait pas véritablement donc la solution, qu'on puisse continuer par exacerber. Disons, c'est vrai qu'il y a d'autres alternatives de pouvoir peut-être contester cette politique française en Afrique, mais en même moment, je ne crois pas que cela puisse s'exprimer par le fait qu'on puisse donc bloquer les convois de la France. Mais en même moment, lorsque vous prenez par exemple le Mali où la population ne maîtrisant pas, on va même en arriver parce qu'il y a un pan de ce sujet-là concernant donc la sortie de Mamadou Dicko. Mais au même moment, lorsque vous les prenez, lorsqu'on nous dit que voilà, ils sont compte tenu du fait que voilà, c'est la France qui alimente pratiquement dans ces groupes armés. C'est vrai, moi je n'ai pas des éléments d'appréciation pour aller dans ce sens-là, mais ce que je sais, de toutes les façons, la France l'a toujours dit et l'a répété. Lorsque les pays africains disons que oui, vous ne voulez pas de nous, nous quitterons, puisque nous sommes venus parce que vous les avez demandé. Et Macron l'a dit même à Niamey, devant l'ancien président Issoufou. Il faut dire aux jeunes que maintenant on lui dit de partir, pourquoi ils ne veulent pas partir? Qui dit de partir? C'est facile, lorsque vous êtes dans votre coin, vous ne maîtrisez pas les rois de la gouvernance du pays, c'est facile quand même de se lever le matin, parce que voilà, partez. Parce que vous il faut que les présidents le disent, les gouvernants le disent. C'est institutionnel, ils l'ont appelé d'une manière, donc de toutes les façons, ils ne vont pas quand même... disons, c'est institutionnel, mais ça ne donne rien sur le terrain. Prêter flanc, je suis pas, disons, à cette appréciation. Moi, je ne suis pas d'accord avec mon co-débatteur sur dis... ce niveau de la France avec les Africains. Il fait presque moins 5 degrés en France. Au Niger, au Mali, il fait 50 degrés. Quel intérêt la France a à faire
déverser ses soldats dans cette chaleur torride-là qui peut les tuer. Et quand on leur dit de partir... Et la France a été sollicitée par les Africains. Quand le peuple ne veut pas, la démocratie qu'ils nous ont montré là, la démocratie veut dire quoi? Non, mais ils n'ont pas dit que la démocratie... Ce qu'il dit, c'est simple. Le peuple dit de partir, il faut que les dirigeants se prononcent. Mais quand vous écoutez le Premier ministre Choguel Maïga, il est clair là-dessus. On n'a pas besoin de te dire imbécile directement pour savoir qu'on te dit imbécile. La France a ses intérêts, elle ne peut pas bouger. Qui le dit. Maintenant, le président nigérien... Le Premier ministre, qui se sont instaurés d'abord par la France. Le président Bazoum, est le plus produit, il est inféodé. Il est inféodé par la France. Il va faire quoi? Vous estimez qui sont les mieux à porter les aspirations de la population que ceux qu'on a. C'est aussi cela l'inquiétude. Non. De toute façon, ici... Ceux qui ont été élus démocratiquement, ils ont été élus comment? Non, ils ont été élus de toute façon. Non. Voici un pays comme le Mali, où on fait une élection. Bazoum a été élu, on a salué. On sait comment Bazoum a été élu. Tu sais comment Bazoum a été élu. Comment il a été élu? Nous savons comment Bazoum a été élu. Comment il a été élu? Mais Bazoum a été élu. C'est ce qu'on voulait. Non, c'est pas de la terrasse, ça. Au fait, on l'a pris pour le mettre là-bas. C'est le souci qu'on a en Afrique. Quand vous prenez les médias d'État en France, comme France 2, TF1 et France 24, qui sont en quelque sorte le bras séculier de la France pour faire du mal à l'Afrique, quand ils font les débats, sur le plan de la communication, chaque fois qu'ils font les débats, quand ils arrivent sur l'Afrique, ils divaguent. Ils ne prennent même pas le problème au sérieux. Mais quand ça les appartient à eux, l'Europe, ils discutent avec toute la maestra. Mais comment se fait-il qu'en Afrique, on a des intellectuels qui se trouvent sur des plateaux de télévision et ils défendent la France? Je ne suis pas d'accord, on ne peut pas défendre la France. Non, la question n'est pas de défense. La question, c'est une question d'abord organisationnelle. Mais est-ce que la France m'est organisée? Son organisation, vous le permettez, on passe au Mali. Allons Mali. C'est presque le même sujet. Allons Mali. Direction le Mali, l'influent imam malien Mahmoud Dicko a mis en garde la junte militaire au pouvoir sur la gestion actuelle du pays qui ne va pas, s'adressant au colonel Assimi Goïta. Alors, il n'accepte pas l'isolement actuel du pays. Et il dit, ça ne peut pas continuer, Adam Adjronou. Oui, ça ne peut pas en être autrement. Parce que vous savez, lorsqu'on parle de Choguel Maïga, on voit directement l'imam Dicko derrière. Ouais. Et depuis lors, vous savez, lorsqu'il il y a eu dans ce deuxième coup d'État, vous allez constater qu'il avait une attitude pratiquement mitigée. C'est vrai que le premier coup d'État, il était d'accord, il était d'ailleurs même meneur de ce coup d'État-là, mais le second coup d'État, rien ne serait donc le justifier. C'était justement des questions d'intérêt qui ont permis à ce qu'on en arrive là. Et justement par le fait qu'on a vu au Tchad qu'on a laissé des gens qui ont fait des coups d'État dirigés. Et c'est là où les gens ont commencé déjà à comprendre les vraies aspirations de Goïta qui voulait coûte que coûte rester au pouvoir. Et pour cela, il a créé même un poste de vice-président qui n'était pas là constitutionnellement, c'est justement pour faire prévaloir son nom dans l'histoire du pays. Mais au même moment, Mahmoud Dicko ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, on prend ou carrément on essaie de planifier des politiques qui mettent à dos la communauté internationale sans lequel le Mali ne peut jamais vivre. De toutes les façons, nous l'avons vu depuis 2012 avec la chute d'ATT. On l'a vu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il a suffi, moi je l'ai dit dans une analyse que nous avons faite dans notre livraison la semaine dernière, il a suffi quand même que la CEDEAO puisse sanctionner le Mali. À moins de deux mois, le Mali a passé 8 ans à se remettre. Ça n'a pas été le cas. Voilà pourquoi d'ailleurs même, il y a cette bisbille-là, et je le disais avec la venue du président sénégalais qui va prendre... en février prochain, la présidence tournante de l'Union africaine, de l'Union africaine ne serait pas d'accord que le Mali soit sanctionné parce que, de toutes les façons, le Sénégal aujourd'hui ne peut pas cracher dans les recettes venant du Mali, puisque l'important des recettes de transport au niveau du port viennent pratiquement du Sénégal. Donc, pour des questions économiques, lui n'était pas prêt à ce que la CEDEAO puisse sanctionner le Mali. Et justement, pour ce faire, lorsque nous parlons donc des États ou carrément d'une communauté économique, il va de ça quand même qu'on puisse préserver cet aspect économique-là. Et ça, Mahmoud Dicko est en train donc d'anticiper et voir plus loin que voilà, que sera donc le Mali si le Mali continue à mettre à dos la communauté internationale. On fait comme si on est véritablement donc autonome, on peut vivre
sans donc les autres États. C'est ce qui se trame actuellement. Tu sais, le Mali a tendance à pouvoir mettre à dos la CEDEAO. Et comme vous le savez, le représentant de la CEDEAO a été viré dans ce pays. On donne les leçons, on ne veut pas, on fait la sourde oreille. On veut véritablement parler donc d'une sorte de transition rallongée, etc. pour qu'elle... février 2022, ça ne peut plus se tenir les élections. Ils ont été clairs là-dessus. Et sur ce plan-là, de toutes les façons, ils ne mesurent pas véritablement donc l'ampleur des dispositions qu'ils sont en train de prendre aujourd'hui, qui peut être véritablement fatale pour le Mali. C'est en ce sens que moi je dis, la sortie de Mamoudou Dicko, même s'il a véritablement dit qu'il n'est pas quand même dans une logique d'aller vers... disons une déstabilisation bis de ce gouvernement de transition, mais quand même c'est une mise en garde. Ouais. D'abord, venant de sa part, de toutes les façons, on l'a vu aujourd'hui, son attitude d'impartialité à tout point de vue sur l'intérêt général de la population, ce que n'exprime pas jusqu'au jour d'aujourd'hui. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai du mal à pouvoir donc l'appréhender en ce sens-là, que les gens veulent faire prévaloir des intérêts personnels liés à la gouvernance du pays que des intérêts de la population pour poser les bases démocratiques du pays, ce que je ne vois pas au niveau de la transition, et que Mamoudou Dicko est en train de mettre en garde son propre élément qui est Choguel Maga, qui est à l'avant-garde de toute la diplomatie. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il a été condamné et le Mali est aujourd'hui isolé diplomatiquement, à tout point de vue. Et tous les autres États, vous l'avez vu, l'Union européenne et les autres sont en train donc de focaliser les prises de décision sur ce que a dit la CEDEAO. Quel intérêt la CEDEAO a aujourd'hui à pouvoir dire que voilà, le fait que le Mali ne soit pas avec la France, on n'est pas d'accord. On a vu l'attitude que soit au niveau du président du Nigeria, du président de la Guinée-Bissau, etc. On ne peut pas être d'accord. Donc moi je pense que quelque part, il faudrait quand même qu'on mette l'intérêt supérieur de la nation en avant que les intérêts personnels liés à la gouvernance du pays. Pasteur Edo Komi, je vous vois. Hein. je sais que... Non, vous allez... mais pasteur, ma question, si on entend ça de Mamoudou Dicko aujourd'hui, le régime, la junte, a des inquiétudes. Non, il n'y a aucune inquiétude. Vous connaissez mal Mamoudou Dicko. Il n'y a aucune inquiétude. Comment on le connaît mal? Vous le connaissez. Ce qui est surprenant, c'est que quand on non, vous le connaissez. Il a été sur les meneurs. Si on prend une position il a été l'influent. Il reste influent. Il a été l'influent. Vous allez dire que c'est un pion de la CEDEAO et de la France? L'un de là. Ce que Mamoudou Dicko est en train, c'est un langage diplomatique qu'il est en train de lancer à la communauté internationale. De quel isolement parle-t-on du Mali? Alors, la communauté internationale a fait quoi? Pour sauver le Mali? Regardez la situation, elle est pire. Oui. La situation, elle est pire. Malgré que le contingent français, le contingent de la CEDEAO sont là. Quelle est la situation aujourd'hui? Donc vous estimez que juste ce contingent la partait, le Mali pourrait tenir? Justement, il faut aller voir ailleurs. La France et les autres, c'est des partenaires qui ne font rien au Mali. C'est pourquoi la junte a voulu diversifier ses partenaires. Il parle de l'isolement. L'isolement ne va pas forcément avantager son pays. De quel isolement ça dit-il? Quel isolement? Aujourd'hui, il y a les sanctions, il y a la CEDEAO, vous parlez de la CEDEAO, vous parlez de la CEDEAO, vous parlez de l'Union africaine, vous parlez de tout ça. Le Mali ne peut pas vivre seul. Je suis parfaitement d'accord que le Mali est en train de donner un message fort à la communauté internationale. Vous voulez venir nous sauver? Sauvez-nous entièrement. Sauvez-nous entièrement, il faut sauver le Mali entièrement. Et que le Mali soit reconnaissant. Il a dit que le Mali est un peuple... Les gens sont envoyés. Non, il dit le Mali n'est pas un peuple ingrat. Mais travaillez, produisez le fruit. Que le Mali se sente en sécurité aujourd'hui avec ce contingent. Et les Maliens eux-mêmes, ils sont où? Assimi Goïta est un militaire. Je dis oui. Il n'a qu'à envoyer ses éléments. Il est militaire. Et la France est venue faire quoi? La France est venue pour sauver. Mais vous n'apportez pas la solution. Et aujourd'hui, mais la junte a décidé de faire autrement. Il faut laisser la junte faire autrement et on va comparer. La France ne veut pas qu'on compare. La France veut être seule la vedette. Et là, ce n'est pas la France, c'est l'imam. Le très influent imam. Je dis, l'imam est en train de lancer plutôt un message à la communauté internationale. À cette communauté internationale qui brandit des sanctions. Parce que le Mali, État souverain, bien sûr, veut se faire voir ailleurs. Il faut qu'on lui donne cette chance, c'est tout. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est ce que Mamoudou Dicko est en train de dire. Et il dit qu'il connaît que ceux qui sont au pouvoir, ce sont ses fils. Et justement, il est en train de leur dire, tenez bon,
C'est ça, c'est un message de... Donc pour vous, c'est un langage politique diplomatique. Il faut qu'il tienne bon. Cette sortie, elle a été minutieusement planifiée. Et ceux qui sont au pouvoir savent très bien que l'imam va sortir et a parlé à toute la communauté, la CEDEAO, qui n'anticipe pas sur les choses. Qui n'anticipe pas ce qui se passe en Guinée, on va en parler. La CEDEAO, qu'est-ce que la CEDEAO a fait pour anticiper? Elle était complaisante. Avec Alpha Condé. Aujourd'hui, c'est la même CEDEAO qui va demander qu'on fasse ceci, qu'on fasse cela. Donc je crois que c'est ça. Donc il faut laisser le Mali. La France n'a qu'à vider le plancher, n'a qu'à quitter le plancher et laisse le Mali voir ce qu'on va faire. Le Mali accepte. Les Maliens savent qu'ils ne peuvent pas vivre en autarcie, bien sûr, mais il faut quand même des partenaires sérieux. La France, elle n'est pas sérieuse, elle est là pour ses intérêts. Et elle veut continuer. Comme d'ailleurs tout le monde, comme la Russie également. Bien sûr, comme d'ailleurs tout le monde. Mais il a parlé de Centrafrique aujourd'hui. Sans les Russes, sans les forces russes, mais Centrafrique serait encore en lambeaux. En lambeaux. Un tiers seulement, même moins de un tiers qui serait sous le contrôle du président Touadéra. C'est grâce à ces forces-là russes qu'aujourd'hui on parle de territoire centrafricain. On voit le résultat. Allez, je ne peux pas me taire sur la gestion actuelle du pays. J'ai été acteur du changement. Les gens sont morts devant ma porte et devant ma mosquée. Je ne peux pas rester en dehors de la suite. Ah, vous pensez aussi que ce sont des propos diplomatiques de Mamoudou Dicko? Bon, ça peut être des propos diplomatiques, mais moi je ne le vois pas sur cet angle-là. Parce que le cinéma que l'éminent imam Mamoudou Dicko nous fait voir n'est pas d'un bon goût. Et d'ailleurs, il n'est pas plaisant à voir. Parce que nous sommes dans une dynamique pour libérer le Mali. Nous sommes dans une dynamique pour que le Mali soit uni. On libère le Mali contre tout le monde. On libère le Mali contre tout le monde. On doit libérer le Mali. Et la junte a sa politique. La junte sait où elle amène, comme on appelle le peuple. Donc il ne faudrait pas que l'imam sorte et qu'il dise quelque chose dont les opposants, quand je parle d'opposants, ça dit que nos ennemis là, c'est les Occidentaux qui ont esclavagisé l'Afrique. Ils ont fait de l'Afrique, de l'esclavage, la modernité de l'esclavage, en nommant, comme on appelle la CEDEAO, en formant la CEDEAO, l'UIA, l'Union européenne et l'ONU. Tout ça là, c'est pour nous distraire. Nous ne devons pas faire preuve de stupidité en Afrique. Mais nous devons réfléchir assez. Parce que quand vous prenez Mamoudou Dicko, qui dit Mamoudou Dicko dit Choguel Maïga. Voilà. Mais aujourd'hui, quand vous regardez bien, les décisions de Mamoudou Dicko sont différentes des décisions de Choguel Maïga. D'ailleurs, Choguel Maïga n'a pas été unanime même. Parce que Choguel Maïga est à la tâche. Il connaît les rouages de la politique malienne. Or, Mamoudou Dicko, il voit de loin la chose. C'est maintenant que Choguel Maïga sait que la France vole, les Occidentaux volent l'Afrique et particulièrement le Mali. Donc il ne peut pas laisser. Il a même dit une fois, ça fait peut-être 2 semaines, que ce que la France nous a donné en 50 ans, la Russie nous a donné le double en espace de 3 mois. Nous savons ce qui est la France. Nous savons comment la France entretient les rebelles. Nous savons comment et que nous ne pouvons pas marchander notre souveraineté, notre sécurité. Ce n'est pas possible. Mais c'est ce que la France fait. Ils veulent faire marchander les choses. Il ne faudrait pas que les gens utilisent l'imam Dicko pour mélanger les décisions ou bien la voie que la gente a prise pour sauver le Mali. Vous pensez que l'imam Dicko est utilisé aussi non, je ne le crois pas, parce que vous savez, de tout temps, lorsque vous prenez ce discours, lorsqu'il intervient de toutes les façons, lorsque la question ici lui était posée, il vous en souvient, lors du premier coup d'État, il a été quand même clair là-dessus, qu'il ne peut pas se faire instrumentaliser par une décision d'où qu'elle vienne. Et donc de toutes les façons, il est un fils du pays, il a quand même subi, il a même été acteur de toutes les révolutions que le Mali a connues. Et vous savez, lorsqu'aujourd'hui diversifié, je pense que les partenaires n'est pas quand même du mauvais goût et personne ne l'a contesté jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est vrai que lorsque on essaie un peu de mélanger, disons, l'approche liée à ce groupe Wagner et le partenariat qu'on veut nouer avec un État
un État souverain digne de ce nom qui est donc la Russie. Il faut quand même mettre les choses différemment. Et moi, je n'ai jamais été d'accord du fait qu'on puisse aujourd'hui avoir, surtout en Afrique de l'Ouest, un groupe mercenaire. Parce que lorsque vous regardez un peu dans le rétroviseur... La France est différente du groupe mercenaire. Nous avons vu la France est plus que mercenaire. C'est des mercenaires. Nous avons vu dans les années 60... La France est mercenaire en chef. Il y avait des mercenariats qui étaient aussi liés à la France, à d'autres États également, qui venaient donc déstabiliser nos pays. Il n'y a pas de groupe, une entité en tant que... Voilà, donc moi je ne serais pas d'accord. Mais quand vous voyez l'attitude de la France, ça c'est du terrorisme domestique. Nous voyons encore des groupes mercenaires dans une zone de forte turbulence institutionnelle qui est aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas possible, ça vous a dit quelque part que c'est peut-être laisser libre cours. Disons à une prise. Ce groupe-là viendra mettre en nu la France. La France, c'est tout. En ce sens que je dis, à partir du moment la France, c'est tout. La guerre mondiale a duré 8 ans. Les gens ont pu faire des mieux. A duré 4 ans au moins. On va l'écouter. De pouvoir peut-être poser actuellement les bases d'un partenariat lié avec lui et la Russie. Qui a été contre? Vous avez vu la France être contre? Jamais. Mais la Russie est en train de livrer des chars, des trucs. Ils ont livré même un hélicoptère hier. Lorsque vous savez véritablement que voilà, nous ne voulons plus quand même que l'Afrique de l'Ouest puisse être considérée encore comme une zone de forte turbulence, il faudrait quand même que nous nous levons ensemble pour contredire véritablement la présence d'un mercenariat dans notre zone. C'est ce que nous déplorons. Maintenant, où est la Russie? Est-ce que vous prenez, il n'y a pas que le Mali qui est en partenariat. Il y a même le professeur Roubert Dussé qui a fait même un voyage en Russie. Nous sommes, en tout cas, le Togo, personne ne sait aujourd'hui le contredire en ce qui concerne ses relations avec les États. Donc on parle du groupe mercenaire. Le mercenariat, nous n'en voulons plus dans nos souhaits. C'est tout le problème. N'instrumentalisons pas un débat. Personne n'instrumentalise rien. La situation, elle est claire aujourd'hui. Ce sont les Français dans leur appellation et débat. Oui, on dit mercenaire. De ceci, de cela. Le groupe Wagner n'a pas inauguré son avènement au Mali. Mais qu'est-ce que la France attend? Comme la France sait. Ce groupe est allé même en Iran et autres. En Syrie. Pourquoi la Russie officielle même ne reconnaît pas ce groupe? Est-ce que vous pouvez admettre que... Est-ce que la France reconnaît officiellement les rebelles qui mènent dans les pays? Qu'un groupe aussi puissant, si équipé, soit sur le territoire de Vladimir Poutine, pas n'importe qui est Vladimir Poutine, et qu'il ne sait pas... Répondez-moi. Alors pourquoi il refuse? Répondez-moi. Ailleurs, on nous présente des citoyens avec des talkie-walkie, de trucs là pour les présenter comme... Et on les prend, on les met en prison. Les présenter comme quoi? Les terroristes, on les met en prison. Les Bob Denard qui ont fait des coups d'État un peu partout, qui étaient soutenus par l'État français. Qu'est-ce que les gens ont dit? Ce soit journaliste français qu'on a arrêté en Centrafrique, ce soit disant journaliste qu'on a arrêté on a arrêté d'autres même en Madagascar. Donc, ça veut dire que la France est plus mercenaire. La France, c'est le mercenaire en chef qui organise des choses et l'a organisé depuis avant l'indépendance et surtout après les indépendances, après 5 ans des années d'indépendance, on a suivi ce que la France a fait avec ces nationalistes qui étaient au pouvoir. On a vu comment le mercenariat français s'est développé. Donc aujourd'hui, nous disons la Russie est en train de livrer des chars, des équipements militaires. Mais Diko lui parle des sanctions. Mais pas contre peut-être militaire. Donc c'est dire que ça s'officialise. La relation entre le Mali et la Russie. Les relations entre Mali et la Russie s'officialisent déjà. Donc ce qui est de mauvais goût. Et vous voyez la diplomatie française, toute la diplomatie française qui a été très offensive ces derniers temps. Très active ces derniers temps contre la Russie. Pourquoi? Allez, on marque la pause pour le journal. On revient avec vous pour la suite du débat. Il est intéressant, en tout cas, ce débat. La pause pour le journal et la suite après.